Vous avez été victime d'un accident de la circulation et vous avez été blessé. Votre vie s'en trouve bouleversée, momentanément, et peut-être, hélas, durablement. Et alors que les difficultés s'accumulent, vous ne savez pas comment va se dérouler votre indemnisation, le temps que cela va prendre, et vous n'êtes pas certain de pouvoir gérer cela tout seul. Et puis comment aurez-vous l'assurance d'être correctement indemnisé ? Vous vous demandez peut-être s'il ne serait pas préférable de vous faire assister par un avocat spécialisé dans la matière. Je vais répondre à cette question non pour promouvoir mon activité, mais pour vous donner des informations claires, objectives, qui vont vous aider à prendre la bonne décision. Bonjour, je suis maître Laurent-Denis Peraldi, avocat à Nice, spécialiste dans l'indemnisation du préjudice corporel. Je ne défends que les victimes, jamais les assureurs. Vous avez effectivement le choix de gérer seul votre dossier d'indemnisation en laissant la main à votre assurance, car vous serez de toutes les façons indemnisé. Si vous étiez piéton ou cycliste lorsque l'accident est survenu, vous allez devoir gérer votre dossier d'indemnisation seul, puisque vous serez face à l'assureur adverse qui mettra peut-être un certain temps pour prendre contact avec vous, peut-être devrez-vous le relancer, et puis il vous imposera, en tout état de cause, sa propre gestion du sinistre. Si vous étiez conducteur ou passager, la gestion de votre dossier d'accident sera a priori assurée par votre propre assureur, mais j'aborderai ce point capital dans quelques instants car vous allez découvrir qu'il ne va pas pour autant défendre vos intérêts. Et puis vous devrez peut-être défendre votre droit à indemnisation si une faute de conduite vous est reprochée et que vous n'êtes pas d'accord avec la position prise par les assureurs concernés. Et quant à l'indemnisation proprement dite, vous n'aurez qu'à remplir finalement que les questionnaires qui vous sont adressés par votre assureur, vous soumettre à l'expertise médicale du médecin qui l'aura désigné, et vous recevrez à la fin une offre d'indemnisation que vous serez enclin à accepter, mais sans pouvoir vous interroger sur la pertinence du montant de l'indemnisation qui vous est proposée. Vous pouvez donc faire le choix d'une apparente simplicité, mais il faut comprendre alors qu'une telle décision n'est pas neutre, et je vais vous expliquer pourquoi. Les accidents de la circulation relèvent d'une législation particulière. Elle résulte de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, qui a été une grande avancée pour les victimes d'accidents de la circulation, car elle a effectivement simplifié le recours. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Mais en même temps, cette loi a placé les victimes dans une certaine passivité pour la gestion de leur dossier d'indemnisation. Après 10 ans d'application, un premier bilan a été fait, en 1995. Et il en est ressorti que les victimes qui s'étaient défendues seules, laissant aux assureurs le soin de gérer leur dossier et de fixer le montant de leur indemnisation, ont été pénalisées en moyenne de 75% du montant qui aurait dû leur revenir au regard de leur préjudice réellement subi. C'est colossal. Et il n'est pas seulement question d'argent, mais bel et bien de la difficulté pour elles de pouvoir reprendre leur projet de vie ou d'en commencer un nouveau, puisqu'elles ne bénéficiaient pas du financement nécessaire. Et ce n'est donc pas pour rien que le législateur a imposé à l'assureur, dans son premier courrier à la victime, de lui indiquer qu'elle avait le droit de se faire défendre par un avocat et par un médecin.
Si vous avez été accidenté alors que vous conduisiez votre véhicule ou que vous y étiez passager, vous pouvez vous demander finalement pourquoi prendre un avocat puisque votre assureur semble à vos côtés. Il est là pour gérer votre dossier et défendre vos intérêts vis-à-vis de l'assurance adverse. Mais sur cette question, vous allez, je pense, être très surpris. Si vous étiez conducteur ou passager d'un véhicule assuré, c'est votre assureur qui va gérer le recours. Et c'est à ce titre d'ailleurs qu'il a pris contact avec vous en vous adressant en premier lieu une fiche d'information par laquelle il vous demande de lui décrire déjà vos blessures, de lui indiquer quels ont été vos frais médicaux, pour savoir si vous avez subi une perte de revenus, qu'il vous demande d'ailleurs d'évaluer. En faisant cela, l'assureur entame déjà un processus qui est clairement réducteur puisqu'il tente à limiter le questionnement sur le sujet de votre indemnisation et de votre préjudice actuel, vos besoins actuels. Vous noterez par exemple qu'il ne va pas vous interroger sur vos conditions de vie. Il ne vous demande pas si vous vivez seul, dans un logement accessible ou inaccessible, adapté ou inadapté. Il ne s'interroge pas pour savoir si vous avez des enfants que vous devez faire garder, si vous arrivez à faire vos courses, bref, à gérer vos quotidiens, vos déplacements. Ce que vous ne savez pas, parce qu'on ne vous le dit pas en réalité, eh bien, c'est que votre assureur, en application d'une convention qui s'appelle la convention IRCA, qui a été conclue entre toutes les compagnies d'assurance en France, eh bien, il reçoit le mandat de l'assureur du responsable de gérer pour lui votre dossier d'indemnisation. Mais surtout, cette même convention prévoit que c'est lui qui va devoir au final vous indemniser pour peu que votre taux de handicap reste inférieur à 5%, et ça représente une grande proportion des accidents de la circulation. Cela signifie en clair que l'assureur que vous pensez légitimement acquis vos intérêts pour les défendre vis-à-vis de l'assureur adverse, celui du responsable, eh bien cet assureur, votre assureur, est en réalité désigné pour supporter lui-même financièrement votre indemnisation. Est-ce qu'il va, de ce fait, être un vrai allié pour vous assurer la meilleure indemnisation possible? Et quand bien même pour vous défendre, un assureur pense et agit comme un assureur. La pratique des compagnies d'assurance exige une approche qui tente à dépersonnaliser le préjudice corporel à chaque étape du processus d'indemnisation. On entend souvent qu'un assureur fait tout pour ne pas avoir à payer. C'est un peu caricatural, je ne peux pas partager cette affirmation. Mais ce qui est clair en revanche, c'est que les assurances respectent les contrats et indemnisent les victimes lorsqu'elles y ont droit. Mais l'assureur va évidemment faire tout pour vous faire accepter une indemnisation la plus basse possible. Chacun défend ses intérêts économiques. Un assureur ne fait pas la charité, il veut gagner de l'argent. C'est pas critiquable en soi. Mais le vrai problème, c'est qu'une compagnie d'assurance fera toujours en sorte d'uniformiser les indemnisations, car elle ne veut pas avoir à payer au-delà du risque qu'elle a préalablement calculé. Une compagnie d'assurance n'attirera jamais votre attention sur des réclamations indemnitaires que vous pourriez pourtant formuler, car elles relèvent de préjudices identifiables, démontrables, qui sont propres à votre situation. Votre assureur, même pour vous défendre, refusera d'appliquer certains principes de droit clairement favorables. Pourquoi? Eh bien parce qu'en même temps, devant les juridictions, il s'acharne à les combattre toutes griffes dehors. Il refuse certaines évolutions de la jurisprudence. Il se bat contre des décisions qui vont à l'encontre de cette volonté d'uniformisation des préjudices. Ensuite, votre assureur ne vous alertera jamais lorsque vous aurez commis des erreurs sur, par exemple, le calcul de votre perte de revenus. En toute bonne foi, par exemple, vous avez déduit vos indemnisations chômage ou d'autres prestations.
vous pensez que ces prestations-là ont effectivement compensé votre perte, donc vous calculez un net. Mais pourtant, juridiquement, parfois, ces prestations-là ne doivent pas s'imputer sur votre perte et donc sur votre réclamation. Tout ceci, c'est très technique, évidemment. Et c'est bien là le problème. Car seul, sans un avocat spécialiste dans cette matière, eh bien, le règlement de votre dossier il est semé d'embûches, de subtilités, qu'il est bien difficile, voire impossible d'appréhender sans une réelle compétence dans la matière. Et puis vous devez enfin comprendre un point capital. C'est à vous qu'il incombe de décrire, analyser et démontrer votre préjudice. L'assureur n'est absolument pas là pour vous aider à le faire. Or, la matière, elle est encore une fois très technique et sans compétence particulière. Ça sera difficile ou peu efficace. Il n'y a pas de secret. Obtenir la meilleure indemnisation, ça demande du travail, un questionnement permanent, des discussions régulières, afin d'être sûr de pouvoir identifier chaque poste de préjudice et pas seulement se pencher sur la question du montant de l'indemnisation. Avant cela, surtout sur la complexité et les points de détail de votre situation personnelle. Je vais vous prendre un exemple. Vous êtes bricoleur, vous avez été un artisan, vous êtes à la retraite, et pendant des années, c'est vous qui avez presque construit votre maison, c'est vous qui l'entretenez, vous entretenez votre jardin, vous entretenez vos machines, etc., etc. Mais seulement, en raison de vos séquelles, vous ne pouvez plus le faire. Savez-vous justifier, calculer ce coût d'entretien que vous devez désormais financer en ayant recours à des artisans, à des professionnels? Quand bien même vous avez identifié le coût que ça représente, est-ce que vous savez le calculer pour l'avenir? Un assureur n'entrera jamais dans de telles considérations, même si c'est votre assureur et qu'il est censé vous défendre. Pourtant, certains postes de préjudice auxquels on ne pense pas, au premier abord, seront peut-être les plus importants dans le montant final de votre indemnisation. Est-ce que le fait de prendre un avocat implique nécessairement une procédure? Pas du tout. L'avocat, il a pour mission de vous obtenir la juste et la meilleure indemnisation possible. Mais parce qu'il a la qualité d'avocat, il dispose pour cela de plusieurs outils pour y parvenir. La voie amiable, la voie procédurale, voire une combinaison des deux. Et cela se décide au cas par cas. C'est une question stratégique qu'on ne peut généraliser à l'avance. Vous serez, quoi qu'il en soit, associé à toute décision sur le sujet, avec tous les conseils et les explications nécessaires pour faire le bon choix. Est-ce que le fait de prendre un avocat va retarder le règlement du dossier? Est-ce que ça va être plus long? Encore une fois, il est difficile de répondre à cette question de manière générale. C'est certain, s'il s'agit de ne pas se défendre, d'accepter sans discuter le choix de tel expert, les conclusions de l'expert, l'offre d'indemnisation telle qu'elle, ça va vite. Mais dans ce cas, autant vous défendre seul. Vous n'avez pas besoin d'un avocat. Prendre un avocat, comme je pense vous l'avoir expliqué, c'est faire le choix d'une prise en main de son indemnisation, d'en devenir l'acteur et de défendre son droit à être intégralement indemnisé. Et ce, sans être soumis aux pratiques et aux barèmes des compagnies d'assurance. Combien vais-je toucher? Mon dossier, il vaut combien? J'entends souvent la question, que je trouve d'ailleurs tout à fait légitime, avec comme argument, moi j'ai eu un ami, il a eu le même accident, dans les mêmes circonstances, et lui il a touché tant. Soyons clairs, ceux qui vous annoncent, avant même d'avoir parcouru l'analyse du dossier et avoir vu son évolution, ceux qui vous annoncent des chiffres à l'avance comme ça, ce n'est pas sérieux. C'est du charlatanisme, c'est du racolage, mais ce n'est en rien du travail d'indemnisation. Évidemment, on peut, au doigt mouillé, avec l'expérience,
sur la base de telle ou telle lésion, de dire, bah voilà, un assureur, je sais qu'il va vous proposer tant. Mais raisonner comme cela, c'est encore faire le jeu de l'assurance. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La meilleure indemnisation, c'est un montant de dommages et intérêts qui se détermine au fur et à mesure du travail d'analyse que doit faire l'avocat avec vous. Et il n'y a aucune évaluation sérieuse qui peut être fournie en plus avant une expertise médicale. Alors bien sûr, il sera possible d'évaluer par expérience une base, une fourchette d'indemnisation, et je le dis encore après l'expertise. Mais cela peut évoluer en fonction de nouveaux éléments et de nouveaux arguments. Le travail de votre avocat consistera précisément sur ce point-là, à obtenir des avances d'indemnisation pertinentes en fonction des éléments déjà connus et acquis au dossier au fur et à mesure. Mais le résultat final, lui, il se dessinera plus tard, au fur et à mesure de l'analyse de votre dossier et des échanges que vous aurez avec votre avocat pour affiner votre situation. L'indemnisation d'un préjudice corporel ne se réduit pas à chiffrer des préjudices et à obtenir à la fin une indemnisation après avoir fait les marchands de tapis. Soyez conscient que l'enjeu est trop important, car ce qui aura été oublié ou mal calculé sera perdu, car une fois l'indemnisation obtenue, il sera trop tard pour y revenir. Mais pour cela, il faut connaître pour chaque poste de préjudice les principes de droit favorables aux victimes, leur évolution jurisprudentielle, dont les assureurs ne prennent évidemment pas compte de manière spontanée lorsqu'ils ont face à eux une victime qui ne les connaît pas. Il faut aussi connaître la technique médico-légale pour aboutir à une bonne indemnisation. Et là encore, les assureurs et leurs médecins se réfèrent à une pratique qui est clairement obsolète et qui leur est très favorable. Il faut maîtriser également la technique même de l'expertise médicale. Y aller seul, sans être assisté face au médecin de l'assureur, est franchement déraisonnable. Faut-il choisir un avocat spécialiste? C'est une question de bon sens. Si vous avez mal aux dents, vous n'allez pas voir un dermatologue, même s'il est aussi un médecin. J'attire au passage votre attention sur l'importance du titre « avocat spécialiste ». Un avocat qui se présente comme spécialisé dans tel domaine en particulier n'est pas nécessairement un avocat spécialiste. Ce qui vous garantit la compétence d'un avocat spécialiste, c'est sa mention d'avocat spécialiste qui lui a été délivrée par le Conseil national des barreaux, après vérification d'une expérience professionnelle de plusieurs années et une validation de ses compétences en la matière, réalisée par un jury souverain et indépendant. Je vous invite donc à exiger cette justification, car c'est une sage précaution. Un avocat, ça coûte des frais. Est-ce que je vais être gagnant à l'arrivée? Cette question, elle est totalement légitime. Un avocat, c'est un professionnel qui doit donc être rémunéré pour son travail. Pour autant, la réparation du préjudice corporel exige une éthique, une pratique en matière d'honoraires qui soit adaptée à la situation de victime. Après avoir subi un accident, la situation financière se dégrade, les frais s'accumulent. Il faut financer de l'aide, des nouveaux transports, des dépassements d'honoraires de chirurgiens, d'anesthésistes. Les indemnités journalières tardent parfois à être versées, et puis elles ne compensent pas totalement la perte de revenus. Et c'est encore plus grave pour les indépendants, les commerçants qui ne peuvent plus continuer leur activité, avec des frais qui courent. Dans une telle situation, votre avocat n'est pas là pour aggraver les choses. Bien au contraire, il doit d'urgence faire en sorte de vous obtenir le plus rapidement possible des avances sur indemnisation, non pas sur une question d'indemnisation proprement dite, mais déjà pour couvrir vos besoins, pour vous sortir des difficultés dans lesquelles vous êtes.
Et cette avance, elle doit vous permettre justement de financer les premiers frais d'avocat et aussi des frais de médecin conseil qui, je pourrais vous l'expliquer dans une autre vidéo, seront en tout état de cause pris en charge au final. Soyez attentifs aussi à une éventuelle garantie protection juridique que vous auriez souscrite dans tel ou tel contrat d'assurance, notamment votre contrat d'assurance habitation. Ça sera très utile. Donc, l'avance de frais ne doit pas être un souci. Maintenant, au final, quant à l'indemnisation à obtenir, évidemment, elle doit être bien supérieure à celle que vous auriez obtenue sans le travail à fournir par l'avocat, sans sa rémunération, de sorte que, en net, c'est-à-dire une fois tous les frais déduits, recourir à un avocat doit aboutir à un résultat financier clairement positif. Ce gain-là, c'est un engagement absolu de votre avocat spécialiste en réparation du préjudice corporel. En conclusion, j'espère vous avoir livré des informations utiles et claires pour que vous puissiez désormais faire votre choix, prendre en connaissance de cause votre décision de vous défendre seul ou d'avoir recours à un avocat spécialiste. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de lui donner un petit like et aussi de vous abonner à cette chaîne car j'entends l'alimenter à l'avenir de nouveaux sujets. Et puis, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça contribuera à améliorer mes vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.